Salam les avéroïstes et bonjour à tous. Alors je pense que vous l'avez remarqué, hein, on va mettre en place, j'ai mis en place un cours sur le sunnisme, hein, pour savoir comment le sunnisme est né, parce que c'est vrai que finalement, tant du côté des musulmans que du côté justement des non-musulmans, on sait très peu comment le sunnisme en tant que tel est né, et on a tendance à faire une association trop facile, trop rapide, trop évidente entre islam et sunnisme, comme si l'islam se résumait à la partie sunnite de la vision à la fois religieuse et historique. Et donc j'ai voulu faire ce cours sur le sunnisme. Mais en parallèle de ce cours, je vais aussi développer des lives. Je l'ai déjà fait d'ailleurs pour le soufisme, mais je vais le faire avec des lives qui seront dédiés à une présentation de différents courants, de différents groupes au sein de l'islam. Alors on va parler notamment du Mu'tazilisme, donc c'est un groupe là, plus qu'un courant. On va parler de l'ibadisme, qui est un mouvement issu lui-même du troisième courant de l'islam, qui est le kharijisme. Et puis, on va parler bien sûr du chiisme, qui est le deuxième courant au sein de l'islam, qui est un courant essentiel parce qu'il est autant important du point de vue historique, parce que les chiites ont joué un rôle très important dans l'histoire arabo-musulmane, notamment au début de l'histoire arabo-musulmane, mais en plus parce que y a quand même des dynasties politiques très importantes qui sont chiites, hein. L'exemple le plus frappant est celui des Fatimides. Et puis enfin, donc je l'ai dit, on va aborder d'autres sujets, d'autres cours. Donc le premier live aura lieu le 4 juin, donc c'est un samedi 2022 bien sûr, hein, pour parler du mortazilisme avec Ziad Bouakl. Le deuxième live aura lieu une semaine après, le 11 juin, samedi toujours, à 19h d'ailleurs. Tous les lives auront lieu à 19h avec donc un live sur l'ibadisme avec Augustin Jomier. Et puis enfin, 2 semaines après, cette fois-ci, on fera un petit saut dans le temps, et ça sera donc le 25 juin, le samedi toujours à 19h, on va parler, là, en l'occurrence du chiisme, avec Fares Gilon, qui est spécialiste notamment de l'ismaélisme, qui est une branche au sein du chiisme. Et encore une fois, hein, tous ces courants-là sont extrêmement pluriels, sont extrêmement riches, et c'est pour ça aussi que c'est tellement important de les comprendre. Et donc, pour vous inscrire, hein, si vous êtes déjà intéressé, avant de passer à la suite de cette vidéo qui consistera à une présentation par les chercheurs, notamment, qui vont intervenir au fil de ces lives, si vous êtes déjà intéressé par ces lives, vous pouvez déjà directement cliquer dans le premier lien dans la description. Et puis, j'ajouterai aussi que pourquoi c'est important de comprendre comment ces courants, pourquoi ces courants sont nés déjà, mais de parvenir finalement à comprendre finement, en profondeur ces courants, pourquoi c'est important, parce que bien souvent, et c'est naturel, quand on fait une recherche sur un sujet, on va tenter directement de faire des recherches sur le sujet en question. Donc si on recherche par exemple, je sais pas, comment le sunnisme est né, on va chercher sur internet le sunnisme naissance, le sunnisme histoire. Mais le problème de cette manière de faire, c'est que on en oublie que l'histoire de l'islam, et l'histoire du sunnisme en l'occurrence, s'est forgée aussi à travers les autres courants. Et donc c'est en comprenant comment, en tout cas qu'est-ce qu'est l'ibadisme, qu'est-ce qu'est le kharijisme à travers lui, qu'est-ce qu'est le mu'tazilisme, et enfin en comprenant finalement en quoi finalement le chiisme est extrêmement riche, en quoi les chiites finalement divergent des sunnites, mais aussi s'en rapprochent beaucoup, hein, vous le verrez, et bien finalement qu'on arrive à mieux cerner ce qu'est le sunnisme, et que surtout hein, comment le sunnisme s'est mis en place, et comment on en arrive aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, à une sorte de consensus quand même, hein, très large, hein, 90% quasiment des musulmans sont sunnites, et comment on en arrive finalement aujourd'hui à cette situation-là au niveau de la religion musulmane, au niveau de l'islam, et donc de l'adhésion très large des musulmans au sunnisme. Donc pour ceux qui sont intéressés directement à ces lives, hein, vous pouvez directement vous inscrire par le premier lien dans la description. Et puis, hein, je vous invite quand même très largement à poursuivre votre chemin pour découvrir la présentation qui sera faite par les chercheurs, différents chercheurs qui vont intervenir au fil de ces lives. Et nous, quant à nous, hein, on se retrouve juste après cette présentation. Donc voilà, je suis donc en compagnie pour aborder le sujet du mortazilisme de Ziad Bouakl, qui est en même temps enseignant-chercheur, en même temps au CNRS et à l'ENS, même si c'est un petit peu compliqué peut-être dans les détails, mais c'est un petit peu l'idée. Et on va parler donc du mortazilisme. Le mortazilisme, c'est un mouvement, entre guillemets, c'est difficile de le définir comme ça, mais c'est un mouvement, entre guillemets. Je pense que c'est important de le comprendre, de l'approcher, parce que finalement, on a une réflexion sur 3 niveaux qui est menée. Et on a parmi ces 3 niveaux, 2 niveaux qui sont un petit peu des idées reçues. C'est-à-dire que d'un côté, on a certains musulmans qui vont nous dire attention, le mortazilisme, c'est un peu un islam perverti, entre guillemets, parce que c'est l'association entre la philosophie, la raison
et l'interprétation, la réflexion religieuse. Et puis de l'autre côté, on a d'autres musulmans, certains musulmans, mais aussi d'autres non-musulmans qui vont nous dire, et non, le mortazilisme, c'est une sorte d'islam des Lumières, c'est un islam éclairé, c'est un islam qui finalement, avec l'appui de la raison, permet justement d'avoir une approche plus moderne pour nous, entre guillemets, de la religion musulmane et des textes religieux musulmans. Et puis, troisième niveau, c'est le niveau de l'historien. C'est le niveau de l'historien qui prend de la hauteur par rapport à ses images, ses idées reçues, et parce que lui, il sait que le mortazilisme, c'est quelque chose de complexe. C'est un mouvement qui est pluriel, qui n'est pas simplement unique, c'est pas simplement juste l'association entre la raison et la foi. C'est quelque chose qui est pluriel, qui est compliqué à appréhender parce que l'historien travaillant sur des sources, sur des textes, en l'occurrence, pour le mortazilisme, les sources sont compliquées à appréhender, il y en a assez peu, et justement, ceux qui écrivent ces sources, ce sont rarement les mortazélites eux-mêmes. Et bien sûr, derrière ça, il y a aussi un problème d'interprétation des textes, de lecture, etc. etc. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais laisser Ziad Bouakl. D'abord, ça me fait très plaisir de vous avoir sur ce live. Voilà, merci à vous de votre présence, ça me fait très plaisir de présenter tout ça aux spectateurs. Merci à vous. Merci Romain. Euh, Je vais vous laisser donc, introduire un petit peu le sujet, nous montrer un petit peu les enjeux historiques. Je vous laisse la main. très bien. Tu as très bien présenté le sujet. Le mentalisme, c'est complexe, c'est tout cela à la fois. Et c'est surtout un mouvement théologique qui a été fondé à Basra, en Irak. C'est un mouvement qui a joué un rôle fondamental dans la constitution et la consolidation du kalam, c'est traduit par théologie rationnelle, durant cette époque fondamentale et fondatrice où les différents savants du Nouvel Empire jetaient les bases de toutes les disciplines scientifiques, religieuses, littéraires, qui façonneraient le paysage intellectuel du monde arabo-musulman pour les siècles à venir. Il faut parler de mouvement plutôt que d'une école parce qu'il y avait une diversité de doctrines, une diversité de systèmes cosmologiques, ontologiques, théologiques que ces penseurs ont construits. Cependant, les Mu'tazilites s'accordaient sur quelques points fondamentaux qui constituent en quelque sorte la marque déposée de ce mouvement. C'est notamment le cas de la liberté humaine, un des points les plus importants et les plus connus du mu'tazilisme, c'est-à-dire contre l'idée d'une prédestination divine, le mérite qui en découle, l'homme étant libre, Dieu le récompense et le châtie en fonction de son mérite, et surtout le point consistant à affirmer la centralité de la raison humaine, sans même l'aide de la révélation, à connaître Dieu et à connaître aussi les grands principes éthiques. Au bout de quelques siècles, le mu'tazilisme a laissé place au centre de l'Empire à d'autres écoles théologiques. Il a perduré dans les marges de l'Empire, mais ce dont on est sûr, c'est que les grandes questions que ces théologiens ont posées, les grands concepts qu'ils ont légués à la postérité, ont durablement orienté les débats au sein de toutes les écoles théologiques en islam. D'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est très important parce que faut comprendre aussi que parce que moi j'ai fait un cours sur le sunnisme que certains ont pu le voir juste avant. Je pense que je l'ai sorti un mois normalement quand les lives vont avoir lieu. Donc ce mortazilisme-là, il est vraiment important à partir notamment du 9e siècle et c'est un moment aussi où va naître le sunnisme entre guillemets musulman, même si c'est une naissance aussi qui pourrait prendre un peu plus appui sur la fin du 8e siècle notamment. Mais le mortazilisme va participer aussi d'une définition de ce qu'est l'islam sunnite, entre guillemets, de ce que sera en tout cas le futur islam sunnite. Donc c'est aussi important pour ça. Donc merci Ziad Bouakl. On va passer directement à la présentation de l'ibadisme avec Augustin Jomier. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'ibadisme, qui est un mouvement déjà très peu connu au sein de l'islam, d'autant plus qu'il fait partie, c'est le cas, il fait partie d'un courant qui est déjà lui-même très peu connu dans l'islam, qui est le troisième courant de l'islam, qui est le kharijisme. Et pour parler de l'ibadisme, j'ai invité pour ce live, j'ai invité Augustin Jomier, qui est maître de conférence à l'INALCO et qui me fait le plaisir d'être là, qui nous fait le plaisir d'être là. Donc déjà, je le remercie. Merci à vous, Augustin, d'être présent pour ce direct. Merci beaucoup, Romain, pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Oui, alors en effet, je suis historien et je suis très heureux d'être avec vous pour parler donc, comme l'a dit Romain, d'une minorité très méconnue de l'islam. Hein. La plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe, une minorité qui n'est ni sunnite ni chiite, même si ses origines remontent elles aussi au querelle de succession
entre Ali et Muawiyah au 7e siècle. Cette minorité, hein, c'est la minorité ibadite, l'ibadisme, qui est une des branches, une des descendantes de ce qu'on a appelé, de ce que les sunnites ont appelé à la période médiévale, hein, le kharijisme, enfin les khawarij, qui est une étiquette en fait pour désigner une hérésie. Hein. Donc voilà, c'est juste un de ces mouvements. Et c'est le seul qui subsiste en fait des différents mouvements qui ont composé ce kharijisme. Aujourd'hui, l'ibadisme, c'est une toute petite minorité de l'islam. Hein, c'est peut-être 1-2 millions de personnes dans le monde, mais c'est une minorité qui est vraiment intéressante. Alors, elle est répartie entre le sultanat d'Oman. Donc, à Oman, à peu près la moitié de la population est ibadite, et puis sinon, dans des toutes petites communautés berbérophones au Maghreb, dans le nord de l'Afrique, donc dans des montagnes à l'ouest de la Libye, dans l'île de Djerba au sud de la Tunisie, et au Mzab, donc dans une vallée du nord du Sahara algérien. Alors, tout petit chiffre, mais cas très intéressant et important. Important d'abord si on remonte dans le passé, parce que le moment où le kharijisme a été important, hein, au 7e, au 8e siècle, a été un moment de foisonnement doctrinal, théologique, extrêmement intéressant à étudier, hein, et donc il y a des spécificités qui sont issues de cela, hein, notamment dans les débats avec les Mu'tazilites aussi, qui sont très intéressantes. C'est aussi à l'époque un mouvement qui a eu un rôle important, puisqu'on dit qu'un kharijite a assassiné Ali, par exemple. Donc, dans la trajectoire de l'empire islamique, ça a été important. Autre aspect important dans le passé, c'est que l'ibadisme a joué un rôle très fort, disons, entre le 8e et le 10e siècle, dans la première islamisation, dans la première arabisation du Maghreb. Mais moi, je suis historien de la période contemporaine, donc je parlerai un peu du passé, mais c'est surtout sur la période coloniale et puis la période post-coloniale que je peux parler. J'ai fait une enquête en fait sur le cas du Mzab, dans le nord de l'Algérie, entre 2008 et 2015. Et ce que je vous propose, hein, c'est de travailler sur, enfin de travailler, c'est moi qui bosse, mais d'éclairer les spécificités de l'ibadisme par rapport aux autres écoles de l'islam, hein, par rapport surtout au sunnisme, et de comprendre son évolution à la période coloniale, à la période contemporaine, de voir notamment comment un rapprochement s'est opéré avec l'islam majoritaire. Et en même temps, en étudiant la minorité, l'objectif, ce n'est pas juste de s'intéresser à la minorité, mais d'essayer de voir comment elle peut nous aider aussi à comprendre les évolutions de la majorité, notamment dans mon travail, hein, c'est notamment essayer de comprendre comment l'islam dans son ensemble a traversé, a été transformé, en tout cas la façon de vivre l'islam et de le penser, par l'expérience de la domination coloniale. Voilà, donc à travers le prisme minoritaire, essayer de réfléchir plus largement au devenir, au destin, hein, de l'islam aussi majoritaire. Voilà. Je pense que c'est clair, je pense que ça fait un bon résumé. Je pense on a tout dit. Donc, merci en tout cas, Augustin Jaumier. Si vous voulez vous inscrire au live, encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Ce live, il aura lieu, il me C'est le 11 semble, juin. le 11 juin. Voilà, le 11 juin à 19h. Donc, c'est un samedi, comme les autres lives. Donc, voilà, maintenant, on peut passer à la présentation du live dédié au chiisme. Hein. Là aussi, très, très important. Avec notamment Fares Gilon qui va nous présenter tout ça. Donc, voilà, directement, on passe au chiisme. Donc maintenant, on va s'attaquer donc au troisième live qui va avoir lieu le 25 juin, le samedi, sur le chiisme, en compagnie de Fares Gilon, qui est associé à l'Institute of Ismaili Studies, donc qui est un spécialiste de l'ismaélisme, qui est un mouvement au sein du courant du chiisme, un mouvement parmi d'autres, hein, parce que le chiisme est extrêmement riche. Donc déjà, bienvenue, hein, Fares Gilon, avec nous. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Et pourquoi c'est important de parler du chiisme, hein, brièvement, avant de vous laisser la parole, c'est parce que le chiisme, déjà, c'est le deuxième courant de l'islam, c'est la première des choses. Mais surtout, on a une approche. Alors, autant le grand public, et quand je parle de grand public, c'est autant les musulmans que les non-musulmans,
mais surtout aussi les musulmans, parce que bien souvent, 90% des musulmans sont sunnites, et certains sunnites, malheureusement, ont un regard péjoratif, religieux, en tout cas dans le domaine religieux, sur les chiites, ce qui amène aussi certains de ces musulmans-là à se dire que il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas essayer de tenter de comprendre ce qu'est le chiisme, ce qui coupe ces personnes-là d'une compréhension déjà du chiisme, mais aussi du sunnisme, parce que le sunnisme n'est pas été créé, n'a pas évolué dans un vase clos, et il s'est constitué par rapport aussi aux autres courants de l'islam, et en particulier du chiisme. Donc comprendre le chiisme, déjà c'est important d'un point de vue de l'histoire, pour comprendre l'histoire arabo-musulmane, et surtout les débuts de l'histoire arabo-musulmane, mais c'est aussi important pour comprendre comment a évolué l'islam et la religion musulmane, et les courants principaux qui composent cet islam. Donc, Faraz Gilon, je vais vous laisser la parole pour nous présenter un petit peu les enjeux de ce troisième live. Alors pourquoi le chiisme est important? Pourquoi son étude est importante pour la compréhension de l'islam? Alors tout d'abord, il faut savoir que le chiisme est le plus ancien courant de l'islam, en fait. C'est le premier courant de l'islam, puisque ce qu'on appelle le sunnisme, en réalité, ne se développe que bien plus tard. Le nom de Ahl al-Sunnah wa Jama'a, les gens de la tradition et de la communauté, en quelque sorte, c'est une expression qui apparaît beaucoup plus tardivement. Donc les sunnites n'existent pas à la mort du prophète. Il n'y a pas de sunnisme. Il y a des musulmans, et parmi ces musulmans, il y a un groupe qui revendique en quelque sorte le fait que Ali, le gendre et cousin du prophète, devait lui succéder. Donc c'est le premier courant, en quelque sorte, avec une identité un peu forte, si vous voulez, de l'islam. Après, est-ce qu'on peut pas dire que c'est peut-être pas les khalijites aussi qui peuvent se prévaloir d'être le premier courant, et que le chiisme, en tant qu'en tout cas que courant, oui, mais d'avoir un courant politique aussi, le chiisme, donc. Oui, mais les khalijites sont issus des partisans de Ali, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, on peut dire que... Alors après, le chiisme, il y a beaucoup d'aspects dans le chiisme. Il y a l'aspect historique, il y a l'aspect religieux, mais si on prend que l'aspect politique, mais si on prend que le chiisme au sens le plus restreint, c'est-à-dire les partisans de Ali, c'est ça. Du prophète, oui, c'est le premier courant qui a une identité définie, déterminée, si vous voulez. Ensuite, au cours de l'histoire, l'islam majoritaire, c'est-à-dire en fait l'islam non chiite, puisque alors, en fait, on ne peut pas parler d'islam sunnite avant, disons, le 8e, 9e siècle. L'islam non chiite se constitue en réaction aux doctrines chiites, perçues d'ailleurs souvent comme assez provocatrices en fait, et choquantes pour une majorité des musulmans. Mais c'est ainsi que c'est pour ça que l'étude du chiisme est extrêmement importante en fait pour la compréhension de l'islam, parce qu'en fait beaucoup de choses qui ensuite deviendront que les musulmans d'aujourd'hui considèrent comme tout à fait naturelles et comme formant partie intégrante de leur foi sunnite, en fait viennent d'une réaction à ce que disaient les chiites. Typiquement, le fait que les premiers chiites étaient très hostiles à un grand nombre de compagnons du prophète, en fait, a mené cette idée-là, ces insultes en fait, qui avaient cours de certains chiites contre certains compagnons du prophète, a mené au contraire, en retour, en réaction, à une sacralisation des compagnons du prophète par ceux qui refusaient ces insultes et ces malédictions. Notamment des premiers califes dits Rashidoun, bien guidés. Absolument. Voilà, alors même la doctrine même des Rashidoun, en fait, la doctrine des 4 califes bien guidés, est aussi une construction tardive visant à montrer en fait, à réduire les tensions dans la communauté. En fait. C'est une sorte de doctrine diplomatique pour, en quelque sorte, calmer les tensions dans la communauté pour en finir avec la dissension, la fitna. Donc, on dit, les 4 califes les 4 sont tous bien guidés, comme ça, tout le monde est pour mettre tout le monde d'accord. C'est une tentative de mettre tout le monde d'accord. Évidemment, ça ne met pas tout le monde d'accord parce que les chiites ne mettent pas du tout Ali sur un pied d'égalité avec les 3 premiers califes, mais c'est une manière de... Même l'intégration de Ali, en fait, n'allait pas de soi au début de l'islam. Hein. C'est-à-dire que même les sunnites,
certains sunnites ne considéraient pas Ali comme un calife légitime. Et c'est venu plus tard, justement, avec cette doctrine de... D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ensuite qui sont importants à comprendre et qui permettraient aujourd'hui d'avoir une approche plus éclairée, entre guillemets, plus fine, plus profonde sur ce qu'est la religion et sur ce qu'a été l'histoire arabo-musulmane à travers le chiisme? Écoutez, je pense que le principe essentiel, c'est cette idée que le chiisme a été, quasiment dans toute l'histoire de l'islam, le sparring partner idéal du sunnisme. Et que le sunnisme s'est construit contre ce sparring partner et contre les très nombreux groupes chiites, dont certains étaient plus ou moins modérés. Et en retour, de leur côté, les chiites aussi se sont divisés en de nombreux groupes, dont certains se sont rapprochés du sunnisme et dont d'autres, au contraire, ont tenu à rester loin du sunnisme. C'est ça, parce qu'on verra aussi, et vous verrez dans ce live-là, que comme chez les sunnites, bon, déjà il y a une division chez les sunnites entre les différentes écoles juridiques, etc., mais aussi chez les chiites, il y a des grandes divisions doctrinales qui vont se mettre en place, de vision aussi de la société, avec différents mouvements. Donc le chiisme est extrêmement riche, et quand on parle du chiisme, finalement on dit un petit peu tout et rien en même temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Donc merci. Oui, allez-y, je vous laisse la parole. Justement, le chiisme majoritaire, au fur et à mesure de l'histoire, a tendu au contraire à se rapprocher de plus en plus du sunnisme et des positions sunnites, aussi bien sur le plan doctrinal que juridique, etc. Exactement. Merci à vous, Faraj Gilon, pour cette présentation. Et quant à nous, on se retrouve juste après, où je vais vous donner un petit peu les petites indications par rapport à ces lives qui vont arriver très prochainement au cours du mois de juin. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, tous ces courants dont on va parler dans les prochains lives qui vont arriver au cours du mois de juin. Pour vous inscrire, bien sûr, c'est le premier lien dans la description. Mais avant ça, je vous rappelle simplement que quand vous allez vous inscrire à des lives, directement vous recevrez un mail avec déjà les liens de connexion pour les futurs lives qui vont arriver. Et puis aussi, au fur et à mesure que les jours vont avancer, vous recevrez bien sûr de multiples mails pour vous avertir que les lives vont arriver, parce que moi je suis déjà tête en l'air et je sais que beaucoup d'entre nous, on est quand même assez tête en l'air d'habitude. Et qu'on a surtout d'autres choses à faire dans notre vie. Autre chose aussi, c'est que une fois que vous êtes inscrit à un live, vous aurez directement accès à sa rediffusion, c'est-à-dire que même imaginons que pour une raison X ou Y, vous êtes obligé d'être absent pour le live, heureusement vous aurez accès à la rediffusion. Ça c'est important. Deuxième chose, pourquoi ces lives sont importants, pourquoi c'est important pour vous? Parce que déjà bien sûr c'est une opportunité d'avoir accès à des chercheurs qui d'habitude restent dans leur coin, si je puis dire, en tout cas mettent en place simplement des ouvrages, donc écrivent des ouvrages, et donc vous n'avez pas vraiment accès à eux. Vous avez bien sûr les conférences physiques, mais bien souvent c'est sur Paris, et pour intervenir c'est souvent un temps limité malheureusement. Donc ces lives, c'est aussi l'occasion de parler à des chercheurs, de poser vos questions à des chercheurs, que ce soit par écrit, mais aussi par l'oral, parce que pour moi c'est important de mettre en place l'oral, parce que vous pourrez directement intervenir en audio, comme dans un appel téléphonique, au fil des lives, pour débattre avec les chercheurs, pour créer des débats, et voilà. Et ça, je pense que c'est assez original, et ça peut être vraiment riche en connaissances, en interactions, et c'est vraiment ça que je recherche en créant ces lives avec vous, c'est que créer finalement un contenu unique qui vous apporte les réponses à vos questions, si c'est possible. Parfois c'est compliqué de donner des réponses précises et claires, vos réponses à vos questions que malheureusement vous ne pourriez pas faire autrement, vous ne pourrez pas les obtenir autrement que par ces lives. Donc voilà, encore une fois, pour vous inscrire à ces lives, c'est le premier lien dans la description, en sachant donc que vous aurez accès à une page sur laquelle vous pourrez bien sûr vous inscrire de manière individuelle au live, mais aussi pour vous inscrire aux 3 lives de manière groupée. Si je dis ça, c'est parce que simplement, il y a des tarifs dégressifs qui sont mis en place. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez à un live, ça vous coûtera 7,50€, 2 lives, ça vous coûtera 12,50€, et 3 lives, ça vous coûtera 15€. En sachant également, bien sûr, que si vous voulez vous inscrire seulement à 2 lives parce que le 3e live, vous en foutez un petit peu, ça vous intéresse pas forcément, vous pouvez le faire, mais simplement en achetant d'abord le premier live, qui ensuite vous donnera accès à la réduction pour le 2e live. Donc j'espère qu'encore une fois tout ça a été assez clair pour vous. Si c'est pas le cas, faites-le moi savoir directement dans les commentaires en me posant vos questions pour ces lives. Je vous dis bien sûr à la prochaine, j'espère vous voir nombreux au fil de ces lives qui à mon avis seront vraiment très intéressants, et plus on est nombreux plus ça sera intéressant, donc vraiment
Voilà, j'espère que vous serez nombreux, ça me fait toujours plaisir de vous donner l'opportunité en tout cas d'avoir accès à la recherche finalement, sans laquelle bah, je pourrais pas faire mon travail de vulgarisateur, hein, donc voilà, donc j'espère vous voir nombreux, je vous dis à la prochaine, et comme toujours vous le savez, portez-vous bien.